Le XXIe siècle est marqué comme le siècle du changement climatique et de la perte de la biodiversité du fait des activités humaines. Notre relation à ce que nous appelons nature est pointée du doigt et la domination ou le façonnement de l'homme sur son environnement est dénoncée. Les prémices de cette relation si singulière avec le vivant est souvent datée au néolithique, qui commence au 9e millénaire avant Jésus-Christ au Proche-Orient, c'est-à-dire à la naissance de l'agriculture et de l'élevage. Avant ça, les hommes étaient chasseurs-cueilleurs. Il y a donc une frontière marquée dans notre apprentissage des relations homme-nature. Avant le néolithique, l'homme était soumis à la nature. Après, il l'a soumise pour répondre à ses besoins. Sauf que la réalité est un peu plus complexe que cela. Je suis Aimée, je suis correspondante pour le Muséum d'Histoire naturelle de Paris et je m'apprête à rejoindre Jean-Denis Vigne, qui est archéologue et chercheur pour le muséum également. Jean-Denis a ouvert un nouveau site archéologique donc à Chypre en septembre 2019, qui est assez récent, dans le sud de l'île, près d'une commune qui s'appelle Limassol. Et c'est un site sur lequel il y avait beaucoup de silex, qui permettrait de penser qu'il y avait une présence humaine, et puis également de les dater, ces silex-là qui dateraient de l'épipaléolithique, donc juste avant le néolithique. Pour rappel, juste avant le néolithique, on est à la fin d'une période glaciaire et au début d'une période interglaciaire dans laquelle on est encore. Donc c'est tout à fait excitant parce qu'en fait, là, on va découvrir vraiment les prémices d'un peuple sur l'île. Et la question qu'on va être amené à se poser avec Jean-Denis, c'est comment est-ce que ces premiers peuples ont interagi avec un environnement complètement vierge et encore jamais touché par la main de l'homme. C'est parti! Je me trouve actuellement sur l'île de Chypre, dans la Méditerranée orientale, à peu près 70 km des côtes sud de la Turquie et 800 km de la Grèce continentale. Ici se trouve un terrain phare de Jean-Denis, archéologue au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Jean-Denis s'intéresse aux interactions entre homme et son environnement, notamment au Paléolithique, c'est-à-dire juste avant 9500 avant Jésus-Christ sur ces territoires-là. Ces interactions sont des clés fondamentales pour comprendre le fonctionnement des sociétés humaines. Et les îles, et particulièrement l'île de Chypre, sont des terrains d'exception pour comprendre ça. Les îles, ce sont des observatoires de diversité naturelle et culturelle qui sont d'autant plus faciles à appréhender tant pour les paléontologues que pour les archéologues ou pour les écologues même, que ce sont des territoires délimités et qui ont une trajectoire évolutive propre. Du coup, ça permet de circonscrire un territoire et ça permet de travailler sur des choses qu'on n'arrive pas à bien saisir sur le continent, parce qu'il n'y a pas de limite aussi nette, c'est-à-dire des échanges entre territoires. Un autre point important pour les îles en ce qui concerne l'impact de l'homme sur l'environnement, c'est qu'elles ont évolué dans de nombreuses régions du monde en milieu clos, avec un nombre d'espèces végétales et animales très limité. Donc une biodiversité limitée, mais une biodiversité qui n'a pas été affectée par l'homme jusqu'à temps que l'homme y arrive. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on puisse étudier le moment où les premiers humains arrivent sur ces îles, de façon à faire l'expérience, c'est un milieu un peu expérimental, ces îles, faire l'expérience de ce que provoque l'arrivée de ces humains sur les îles. Alors la particularité de Chypre, c'est une île méditerranéenne qui a surgi du fond des océans il y a plusieurs millions d'années, qui n'a jamais été rattachée au continent et qui disposait d'une biodiversité extrêmement restreinte parce qu'elle est éloignée des côtes, de 70 km au minimum, et du coup il y a très peu d'espèces animales ou végétales qui ont pu y accéder. En particulier, pour prendre l'exemple des mammifères, il y avait 4 espèces de mammifères seulement à Chypre avant que l'homme n'y parvienne, alors que si on compare un territoire de taille équivalente sur le continent au Proche-Orient, eh bien, on a 30, 35, 40 espèces de mammifères.
Donc c'est vraiment une très grande réduction, donc une situation tout à fait particulière qu'on va pouvoir analyser en détail. Et une autre particularité de Chypre qui est particulièrement intéressante pour l'histoire de l'intervention humaine sur les écosystèmes et les interactions avec ces écosystèmes, c'est qu'elle est située dans une grande aire géographique qui est celle du Proche-Orient, du Levant nord, Levant sud, Anatolie sud-orientale, qui est l'un des plus anciens foyers de sédentarisation et de domestication des plantes et des animaux dans le monde entier. Et du coup, on est là au cœur à la fois d'un système insulaire, mais aussi d'un événement d'évolution de l'homme et des sociétés humaines qui est extrêmement particulier et pour lequel on a beaucoup de connaissances déjà, puisque c'est le plus ancien foyer, donc énormément de gens ont travaillé sur ce foyer-là. Chypre est donc un observatoire insulaire, un laboratoire qui permet de comprendre les interactions qu'ont eues les humains avec un environnement vierge, et ce même avant l'agriculture. À l'arrivée des premiers chypriotes, il n'y avait que 4 mammifères. L'éléphant nain, l'hippopotame nain, la souris et la genette. Et on ne sait d'ailleurs pas vraiment comment ces animaux sont arrivés ici. Le paysage était plutôt une steppe arborescente, il y avait déjà des oliviers, et il y avait plusieurs points de sources d'eau. À partir de ce constat-là, qu'on peut considérer comme un état zéro, les archéologues peuvent mieux comprendre comment l'humain a interagi avec son environnement. Est-ce qu'il l'a dominé? Est-ce qu'il y a eu des extinctions? Est-ce qu'il l'a chassé? Est-ce qu'il y a eu la domestication? Tout ça est facile à comprendre puisque le territoire est limité. Il y a 30 ans, on pensait que les premiers hommes étaient arrivés à Chypre, disons, au milieu du néolithique, c'est-à-dire aux alentours de 6700, 6800 avant Jésus-Christ. Et puis, les travaux que notre mission a menés ici, sous la direction de Jean Guilaine, puis ensuite de François Briouat et moi-même, ont mis en évidence une préhistoire beaucoup plus ancienne qui a débuté dans l'état actuel des connaissances aux alentours de 8800, 9000 avant Jésus-Christ. Donc on a rajouté 2000 ans de préhistoire chypriote. Et puis d'autres collègues américains ont mis en évidence l'existence de chasseurs-cueilleurs présents à Chypre aux alentours de 10 500. Donc là, on est vraiment dans la fin des temps glaciaires. Et c'est des chasseurs-cueilleurs, ce n'est pas encore le néolithique. Donc dans l'état actuel des connaissances, les premiers hommes installés à Chypre sont des chasseurs-cueilleurs aux alentours de 10 500, puis ensuite suivis par des néolithiques, lorsque le néolithique débute finalement sur le continent, aux alentours de 9000. Et évidemment, ce qu'on fait ici, c'est d'essayer de préciser ces choses-là, voire de les compléter, voire de les corriger ou améliorer. Les connaissances sont très faibles sur ces premiers arrivants, donc on essaie de mieux comprendre qui ils étaient et dans quelles conditions ils ont vécu ici. On va commencer à tester tout ce qu'on pense être des trous de poteaux, c'est-à-dire en fait des accumulations de pierres de calage. Et là, donc celui-ci, quand on a retiré les pierres de calage, on s'est rendu compte qu'il y avait une belle tache de couleurs différentes, donc un sédiment différent. Et donc là, je suis en train de couper le trou de poteau de façon à avoir sa forme à plat. Et puis son comblement en coupe. Alors d'abord, il faut vérifier que c'est un trou de poteau, c'était le premier travail à faire. Là, je pense qu'on est à peu près tranquille, on sait que c'en est. Et puis après, connaître sa profondeur, sur quoi il s'appuie au fond. Là, je tombe sur des pierres qui montrent que c'est la fin. Donc c'est un trou de poteau qui n'est pas très profond. Enfin, si on rajoute ça de calage de pierre autour, on peut faire quand même 30-40 cm. C'est pas des gros poteaux. Et si on est effectivement dans une implantation résidentielle, il fallait qu'il fasse tenir les parois et éventuellement le toit avec un certain nombre de poteaux. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de savoir quels sont ceux qui sont effectivement des trous de poteaux parmi ceux qu'on a déjà identifiés, de façon à voir s'il y a un plan, s'ils étaient en fer à cheval, si celui-là c'était le poteau central, s'il y avait plusieurs poteaux soutenant une faîtière. Tous les modèles architecturaux sont possibles. Et donc on a vraiment besoin d'avoir le plan de ces trous de poteaux pour comprendre l'organisation de ces aménagements d'habitat. Une des premières découvertes de Jean-Denis sur ce terrain va bouleverser notre façon de concevoir notre relation homme-nature, souvent perçue comme assez binaire et dualiste.
Soit on est dans une relation assez anarchique et limitée avec la nature en étant chasseur-cueilleur, soit on est dans une relation assez dominante, assez contrôlée de la nature, dans une relation d'agriculteur et d'éleveur. J'ai eu l'opportunité de réviser des ossements animaux qui avaient été trouvés dans le plus ancien site chypriote connu, le site épipaléolithique d'Akrotiri, qui avait été fouillé par Alan Simmons de l'université de Santa Fe, et quel ne fut pas mon étonnement lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait quelques restes de sangliers dans ces assemblages et que, en plus, ces restes de sangliers renvoyaient à des animaux de très petite taille, alors que les sangliers au Proche-Orient sont des très grosses bêtes, très robustes. J'ai proposé de voir dans ces os la preuve de l'introduction de sangliers par ces chasseurs-cueilleurs sur l'île de Chypre, ce qui est la plus ancienne introduction d'animaux connue de par le monde aujourd'hui, et qui montre aussi que ces chasseurs-cueilleurs connaissaient bien les animaux, étaient capables de les transporter sur des bateaux sur une traversée de 70 km, quand même, c'est pas rien, de les relâcher de telle sorte qu'une population sauvage puisse s'installer sur l'île, population qui a dû évidemment proliférer très rapidement, puisqu'il n'y avait aucun prédateur, à part l'homme, et pratiquement aucun compétiteur. Donc cette découverte était évidemment importante parce qu'elle montrait le management, enfin le contrôle d'animaux sauvages 2000 ans avant la domestication. Elle montrait aussi comment des humains, très très tôt, bien avant le néolithique, avaient déjà impacté de manière massive un territoire aussi grand que l'île de Chypre en modifiant sa faune. Alors pour des raisons qu'on peut imaginer, c'était des chasseurs sur l'île de Chypre, il n'y avait plus de gros gibier, et donc ils avaient sans doute envie d'avoir du gros gibier. Bon, ils ne se sont pas cassés la tête, ils ont introduit des sangliers, mais ça a dû modifier considérablement, déjà la biodiversité de l'île, évidemment, mais ça a modifié considérablement les environnements. On imagine la prolifération de sangliers dans une île comme celle-ci. Bon, alors on ne sait pas exactement quels sont les impacts, justement, ça c'est un questionnement qu'on a abordé. Mais disons que cette simple découverte était déjà quelque chose d'assez inattendu et qui modifiait considérablement le paysage et la connaissance de ces sociétés anciennes. Cette découverte est assez folle en fait, parce qu'elle permet de venir témoigner d'interactions homme-nature qui ne sont ni liées à la domestication, ni liées à un état complètement sauvage. Il s'agit d'une sorte d'entre-deux. Alors la révolution néolithique, c'est-à-dire l'émergence de l'agriculture avec des villages sédentaires, est souvent liée dans l'imaginaire collectif à une forme de rupture avec une nature qui serait restée vierge jusqu'à présent, avec la domestication qui viendrait ordonner tout ça. Et ce qu'on fait ici remet un peu en question cette idée, puisque à Chypre, on a donc une île avec une faune et une flore locale jusqu'à l'apparition de l'homme. Et l'homme arrive avant cette révolution néolithique, avant l'apparition de l'agriculture. Comme le disait Jean-Denis, c'était des chasseurs-cueilleurs qui arrivent à Chypre et apportent avec eux tout un tas d'espèces animales, végétales, et en quelque sorte façonnent l'île avant l'apparition de l'agriculture. Et donc cette domestication qui va venir après et qui va avoir lieu au Proche-Orient, mais également à Chypre, elle ne vient pas rompre avec une nature vierge, elle ne vient pas rompre avec la nature tout court. En fait, elle vient continuer des pratiques qui étaient déjà des pratiques en dehors d'un dualisme nature-culture, qui étaient des pratiques déjà qui façonnaient, qui ordonnaient, qui interagissaient avec des espèces qui n'étaient pas uniquement naturelles, donc, mais qui étaient aussi engagées dans des rapports avec les sociétés humaines. Et à Chypre, on a vraiment un exemple typique de cela, puisqu'on a des importations de plantes et d'animaux qui viennent quelque part façonner un écosystème dont l'homme est partie prenante. Bon, là, avec les sociétés néolithiques du Proche-Orient, c'est-à-dire les sociétés qui sont censées incarner cette transition entre des chasseurs-cueilleurs et des agriculteurs, on a des pratiques qui nous perturbent, qui nous déconcertent. Donc on a quelque part des gens qui gèrent des populations animales sauvages, mais qui ne sont pas véritablement éleveurs. On a des gens qui vont transporter des populations de plantes, parfois qui vont même les cultiver, mais sans vraiment être agriculteurs. On est avant la domestication. Et donc, ça nous oblige à penser, quelque part, une forme d'altérité. Et c'est en cela que l'archéologie, quelque part, a quelque chose à apporter au grand programme anthropologique, au grand programme comparatif des sociétés humaines, en nous permettant de penser des cas qui sortent un peu de notre
imaginaire, notre manière de penser la diversité humaine, qui est non seulement limitée par les sociétés que l'on a pu étudier, que l'on a pu rencontrer, que l'on a pu documenter parfois avant juste qu'elles disparaissent, mais qui est aussi limitée par nos cadres de pensée. Et notamment cette grande opposition entre des sociétés qui seraient plus proches de la nature parce qu'elles auraient un rapport uniquement prédateur avec les animaux, et des sociétés qui seraient déjà comme nous, en ce qu'elles auraient déjà ordonné le monde, domestiqué. Bon, en fait, ce qu'on a ici, que ce soit avant l'apparition de l'agriculture ou même après, ça nous permet un peu de dynamiter ce cadre de pensée. Ce qu'on appelle nature a donc bien été façonné par l'homme, et ce avant l'ère industrielle et même avant le néolithique. Une des découvertes de Jean Denis sur l'île est également des ossements de chats. Ces ossements sont datés avant même la domestication du chat en Égypte, dont on pensait que c'était la première domestication. Lors de l'arrivée des premiers chypriotes sur l'île, ils ont également apporté des souris, probablement cachées dans leurs embarcations. Les chercheurs sont donc amenés à penser que le chat a été lui volontairement amené sur l'île pour pouvoir résoudre un problème de rongeurs. Il s'agit là encore de nouveau d'un façonnement de l'environnement, d'une modification de cet environnement pour pouvoir répondre à des intérêts humains. Mais ça ne s'arrête pas là. L'utilisation de l'environnement et de la biodiversité par l'humain a eu des fins qui sont très vite autres qu'une fin utilitaire ou de nourriture, comme symbolique, affective, etc. Et l'animal n'était pas forcément perçu comme une ressource, mais probablement aussi comme un individu. La découverte de la présence du chat sur l'île de Chypre a été aussi un événement important pour nous et une clé de compréhension de l'impact de l'homme sur cet environnement, parce que le chat n'avait pas d'ancêtre sauvage sur l'île, donc on ne pouvait pas imaginer que ce soit un chat autochtone, indigène de cette île. Donc il avait forcément été introduit par l'homme, et cette introduction par l'homme très précoce nous posait question. En effet, à l'époque où nous avons fait cette découverte, c'est-à-dire en 2001, à vrai dire, tout le monde considérait, tous les scientifiques considéraient que le chat avait été domestiqué en Égypte, dans la vallée du Nil, au Moyen Empire, il y a 1500-1700 ans avant le Christ, et trouver un chat à Chypre, daté de 7200, parce que c'était bien ce qu'on avait trouvé. Ce chat, il était dans une couche du site de Chilorocambos, daté de 7200 avant notre ère. Ça voulait dire qu'il y avait des gens qui avaient manipulé des chats au point de les transporter sur l'île de Chypre 5000 ans avant ce qui s'était passé en Égypte. Et que ces personnes, c'était sans doute pas des gens qui venaient d'Égypte, c'était des gens qui venaient du continent le plus proche, c'est-à-dire du Levant Nord, du Levant Sud, en tout cas d'une région assez proche, dans laquelle on n'avait jamais mis en évidence une domestication précoce du chat. Donc non seulement ça nous indiquait qu'il y avait eu une domestication du chat bien antérieure à celle qu'on connaissait en Égypte, même si celle de l'Égypte garde toute sa valeur, bien entendu, et que cette domestication, entre guillemets, ou ce rapprochement entre homme et chat, avait produit, parmi de multiples phénomènes sans doute, l'introduction de cet animal sur l'île. Alors, la première découverte de cette présence de chat à Chypre, on l'a faite en plus dans un contexte tout à fait étonnant, puisqu'il s'agit d'une sépulture d'un jeune adulte dans laquelle un chat entier, qui n'avait pas été dépecé, avait été déposé. Et alors les deux individus dans cette mise en scène sépulcrale se faisaient face de manière pratiquement symétrique, en miroir, ce qui générait une certaine émotion, même pour nous, archéologues, et qui suggérait un lien étroit entre cet animal-là et cet individu-là. Un lien étroit qui pouvait n'être que imaginaire, parce que cette mise en scène, elle correspond à une image mentale qu'on se fait de l'au-delà, de la sépulture, de la relation que cet homme peut avoir avec le chat. Mais ça témoignait aussi finalement d'une familiarité entre cette société humaine qui avait enterré un mort de cette façon et les chats qu'ils avaient introduits sur l'île précédemment. Plus tard, je dirais une quinzaine d'années plus tard, avec des méthodes plus sophistiquées, nous avons réétudié le squelette du chat en question et nous avons montré en outre que c'était pas n'importe quel chat. C'était un chat qui avait été beaucoup mieux nourri et qui avait grandi plus vite que ses compagnons qui vivaient dans le même village, dont on a trouvé les os dans les dépotoirs. Et ce chat-là, on pourrait dire maintenant que c'était un
ou le premier chat domestique, en tout cas le premier chat domestique connu. À l'époque, on avait plutôt parlé de chat apprivoisé, mais ces nouvelles analyses amènent quand même à considérer que ce chat était domestique. D'autant que, ce qu'on a trouvé aussi à peu près dans le même temps, c'est que cette date de 7200 avant notre ère n'était pas la plus vieille date de présence du chat à Chypre. On a trouvé du chat d'un millénaire plus tôt, dans le même site de Chilorocambos, et puis un peu plus tard, on a trouvé un reste de chat, il n'y en a qu'un, mais enfin il est là quand même, dans le site de Klimonas, qui est daté, lui, de 8800. Donc, le chat a été introduit sur l'île de Chypre il y a au moins 8800 avant notre ère. 2000 ans plus tard, il était compagnon de l'homme et on l'enterrait dans ses sépultures. Donc on a un vrai processus de rapprochement et de compagnonnage finalement, et puis ensuite de domestication qui s'est produit sur l'île de Chypre et qui sans doute reflète en miroir ce qui a dû se produire sur le continent, mais qu'on n'a jamais bien mis en évidence, d'une part parce qu'on n'a pas eu la chance sur le continent de trouver une sépulture avec un chat, ça c'est le hasard, c'est très rare, bon, on l'a trouvé ici à Chypre, et d'autre part parce que sur le continent, quand on voit des chats, quand on trouve des ossements de chats dans des sites archéologiques, on dit bah oui c'est des ossements de chats, mais on ne sait pas si c'est de chat sauvage ou de chat domestique. Alors qu'ici à Chypre, comme il n'y en avait pas, on sait que c'est un chat qui a été introduit. Là c'est encore une fois tout l'intérêt de l'île, qui finalement permet par sa simplification biologique d'accéder à une information qui sur le continent n'est pas accessible parce que les choses sont trop intriquées, trop complexes. Dans les dépôts funéraires, on trouve souvent des restes d'animaux dans toute la préhistoire, ça remonte à des dates très anciennes, mais ces restes d'animaux sont par exemple un massacre de cerfs, sont des os, des pattes de moutons, je parle ici pour Chypre, qui sont le symbole de l'espèce. Le chat en question n'était pas un morceau de chat, c'était le chat qu'on avait peut-être sacrifié pour l'occasion, parce qu'il a bien fallu pour l'enterrer qu'on le sacrifie très probablement. On lui a conservé son intégrité corporelle, c'est-à-dire que ce n'est pas le chat en tant que symbole d'une espèce, mais c'est cet individu chat qui est associé au défunt. Constituer son environnement en fonction de son mode de vie et l'insularité a révélé ses choix. Cet univers qui a été créé par l'homme en façonnant son environnement vient révéler des choix fondamentaux, sociaux, culturels et économiques. Là où dans nos sociétés on peut diviser nature et culture, on se rend compte qu'en fait les deux étaient intrinsèquement liés dans les choix faits dans les sociétés humaines. La particularité des îles, c'est qu'on peut les comparer les unes avec les autres en fonction de la flore ou de l'environnement ou de la faune. Et ça permet d'avoir un ensemble d'expériences et de comprendre différentes expériences humaines en fonction de l'environnement avoisinant. Les îles, on l'a dit, sont des lieux d'expérimentation pour nous. C'est comme si on avait dans un laboratoire de biologie une petite cage ou un aquarium et puis qu'on introduisait un agent extérieur pour voir ce que ça donne. Mais finalement, on n'a pas besoin de faire ça pour connaître l'impact de l'homme sur son environnement. Il suffit d'aller voir ce qui se passe dans les îles, puisque justement ces îles étaient initialement dépourvus d'humains. Si on arrive à attraper le moment où les humains arrivent, eh bien, il suffit de regarder ce qui va se passer non seulement dans l'environnement insulaire, mais aussi dans ces sociétés humaines qui vont se trouver dans une situation particulière. Ce qui est très intéressant, c'est que chaque île a son histoire. Et si on compare ces scénarios d'interaction premiers humains, environnement insulaire, sur les îles méditerranéennes, par exemple, on va pouvoir poser plusieurs questions transversales. On pourra dire, comparons telle île et telle île et telle île pour voir ce que donne la différence entre le peuplement initial. Sur certaines îles, il y a des éléphants nains et des hippopotames nains. Sur d'autres, il y a en plus des cervidés. Est-ce que ça va jouer? Est-ce que la végétation peut aussi, la végétation particulière de telle île peut avoir une incidence sur le phénomène? Donc là, on prend un questionnement qui est l'impact, le rôle du substrat biologique, de l'environnement d'accueil. On peut aussi poser une question d'ordre culturel, en disant, bon, ces sociétés humaines qui arrivent à Chypre sont des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui sont déjà en partie sédentaires. Lorsque les premiers chasseurs arrivent en Corse et en Sardaigne, ce sont des sociétés qui sont encore très mobiles. Lorsque les premiers hommes arrivent à Majorque et à Minorque, ce sont des agriculteurs. Bon, est-ce que ça va jouer sur le scénario d'interaction et de dynamique entre société humaine et environnement, d'avoir ces différences-là? On peut aussi jouer sur la diachronie. On a des îles comme Chypre qui ont été peuplées par l'homme très très tôt. Là, c'est vraiment l'île, les plus anciennes dates pour toute la Méditerranée sont ici.
Et puis, je parlais de Majorque, hein, qui a été peuplée très tard, et puis de la Corse et de la Sardaigne ou de la Crète, qui ont été peuplées à des dates un peu intermédiaires. Donc là aussi, on peut essayer de comprendre pourquoi plus tôt, pourquoi plus tard. Est-ce que c'est la taille de l'île? Est-ce que c'est la facilité de navigation? Est-ce que c'est les capacités de navigation des peuples continentaux contemporains de ces premiers impacts? Il y a tout un tas de questions qu'on peut aborder par ces approches comparatives sur des îles. On est véritablement dans un laboratoire... dans un immense laboratoire naturel, et je veux dire, je ne suis pas le premier à dire ça, puisque en fait, Darwin a été l'un des premiers d'une très longue série de naturalistes, mais aussi d'anthropologues, qui ont travaillé sur ces milieux insulaires et qui en ont tiré vraiment beaucoup d'informations. Comprendre les interactions qui lient l'homme avec la biodiversité et l'environnement, c'est sortir de schémas de pensée assez dualistes qui opposent nature, culture, domestique, sauvage, etc. Mais c'est aussi comprendre des modèles socio-économiques qui sont parfois beaucoup plus complexes que ce qu'on voulait bien leur prêter, au néolithique et même avant le néolithique. Appréhender l'influence de l'homme sur un environnement, c'est aussi appréhender ses choix et les conséquences de ses choix. Enfin, c'est donner une lecture de notre évolution qui est intimement liée à l'environnement dans lequel cette évolution a pris lieu.